Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous parler de Kaspersky et d'une affaire d'espionnage qui les concerne. Alors commençons par parler un petit peu de la société Kaspersky, qui a été créée donc par Natalia Kasperskaya et Eugène Kaspersky en 1997 et dont le siège est à Moscou, en Russie. Donc l'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui a été révélée par le New York Times et le Washington Post, puis il y a eu d'autres articles ensuite qui ont été publiés sur le Wall Street Journal, et bien sûr toutes les sources de cette affaire sont anonymes, donc on ne sait absolument pas qui a révélé cette affaire d'espionnage. Et également la plupart des journalistes qui ont relaté cette affaire sont restés sous pseudonyme pour également rester anonymes. Alors cette affaire qui n'a été révélée qu'en 2017 s'est en fait produite en 2015. Alors cette affaire commence par le groupe Équation, qui est un groupe informatique de cyberespionnage de la NSA qui travaille en collaboration avec les Israéliens. Le groupe Équation a entre autres créé les malwares Flame, Stuxnet et la campagne Regin. Vous avez certainement entendu parler de Stuxnet, qui a entre autres été utilisé pour attaquer les infrastructures nucléaires de l'Iran. En 2015, les Israéliens décident d'infiltrer la société Kaspersky, donc Kaspersky Labs, et d'utiliser pour les infiltrer un malware qui s'appelle DuQ. Ce malware, DuQ, est en fait inspiré de Stuxnet, mais a un objectif différent, c'est-à-dire son objectif est de voler un maximum d'informations qui se trouvent chez Kaspersky. On verra tout à l'heure quel a été l'intérêt pour les Israéliens de faire ça. Mais revenons aux USA et à la NSA. Toujours en 2015, un employé de la NSA qui travaillait avec le TAO, le Tailored Access Operation, un groupe qui met au point des outils de piratage, aurait ramené chez lui, à Baltimore, à peu près une trentaine de kilomètres des bureaux de la NSA, un ordinateur portable sous Windows contenant du code de logiciels malveillants et des documents classifiés. Alors certains prétendent que cet ordinateur portable serait l'ordinateur personnel de cet employé de la NSA. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce sujet. Sur cet ordinateur, qui, je vous le rappelle, est sous Windows, est installé l'antivirus Kaspersky. Alors si comme certains le prétendent, l'ordinateur portable est l'ordinateur personnel de cet employé, il est intéressant de voir qu'un employé de la NSA utilise un logiciel antivirus russe sur sa machine plutôt que de choisir un logiciel antivirus américain. Alors donc cet employé rentre chez lui, l'ordinateur apparemment semble se connecter à Internet chez lui, et le logiciel antivirus Kaspersky transmet des informations à Kaspersky en Russie concernant des malwares qu'il a découverts sur l'ordinateur portable de cet employé. Alors, qu'est-ce que concrètement Kaspersky a détecté sur la machine de cet employé? Eh bien, premièrement, il a détecté des malwares connus. Donc là, une simple comparaison de signatures. Vous le savez, les antivirus ont une banque de signatures de virus connus et comparent cette signature avec les fichiers qui se trouvent sur la machine. Et si la signature est la même, eh bien, il détermine donc que c'est bien un virus qui se trouve sur la machine. Donc, déjà, Kaspersky a découvert sur ce portable des virus connus. Ensuite, chose un peu plus intéressante, Kaspersky a découvert un cheval de Troie sur une copie piratée de Microsoft Office. Donc là encore, il est intéressant de voir qu'un employé de la NSA a une copie piratée de Microsoft Office avec un cheval de Troie. Et enfin, et c'est là le plus intéressant et la raison pour laquelle cette affaire a fait grand bruit, car je pense que sinon on n'en aurait jamais entendu parler, c'est que Kaspersky a également détecté un fichier zip contenant des malwares inconnus et du code de malware inconnu. Donc là encore, c'est une fonctionnalité des antivirus qu'on appelle heuristique, c'est-à-dire la capacité pour un antivirus de détecter des malwares inconnus simplement en analysant le comportement de ce malware. Imaginons par exemple un logiciel qui essayerait de détecter par exemple votre frappe au clavier. Déjà, un antivirus va commencer à s'intéresser à ce fichier, à cette application, parce qu'il va considérer que détecter la frappe au clavier, ça peut être quelque chose de dangereux, et donc va commencer à analyser ce fichier. Donc à partir du moment où l'antivirus détecte un comportement qui ressemble à celui d'un malware, il va automatiquement envoyer ce fichier à Kaspersky, où des ingénieurs vont analyser le code pour déterminer si c'est vraiment une application légitime ou si c'est un malware. Donc ici, on peut dire que le logiciel Kaspersky a pleinement fait son travail. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce qui a été fait. Il n'y a pas de comportement anormal ici pour le logiciel Kaspersky.
Donc ce fichier zip a été envoyé automatiquement à Kaspersky Labs, et les ingénieurs ont pu déterminer que le code source de ces malwares inconnus venait du groupe Équation, ce fameux groupe informatique de cyberespionnage de la NSA. Il faut savoir que le groupe Équation a produit plus de 500 logiciels infectés dans le monde et ont contaminé plus de 42 pays dans le monde. Donc, comme Kaspersky était infiltré par les Israéliens, eh bien, ils ont pu découvrir que Kaspersky avait en sa possession des malwares en cours en fait de développement, des nouvelles armes de cyberattaque, et les Israéliens ont donc prévenu la NSA pour leur dire « Attention, vos armes ont été découvertes, elles sont chez les Russes ». Alors certains se posent la question, pourquoi cette affaire n'a été révélée qu'en 2017 alors qu'elle a eu lieu en 2015 ? Eh bien, tout simplement, je pense, pour ne pas griller en fait l'infiltration des Israéliens chez Kaspersky. En plus de cela, il est très intéressant pour des sociétés de cyberespionnage de savoir quand leurs nouveaux malwares sont détectés par les sociétés d'antivirus. En effet, ils savent qu'à partir du moment où ils laissent s'échapper dans la nature leurs armes d'attaque numérique, eh bien, il va se passer un laps de temps entre le moment où l'attaque va commencer et le moment où les sociétés d'analyse de virus vont commencer à détecter ces nouvelles armes. L'objectif pour eux est bien sûr que, entre le moment où ils envoient leur attaque et le moment où leur attaque est détectée, ils aient le plus de temps possible pour ramasser un maximum de données ou pour attaquer des cibles précises. Donc, en infiltrant des sociétés comme Kaspersky, ils peuvent savoir que Kaspersky commence à analyser leur malware et donc peuvent commencer à envoyer l'ordre à leur malware de rester en sommeil, c'est-à-dire d'arrêter leurs activités. Car l'objectif de ces sociétés de cyberespionnage n'est pas seulement d'espionner, mais également d'être discrètes, c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas que l'on puisse retrouver la source de l'attaque. Donc leur objectif en infiltrant des sociétés d'antivirus, c'est de pouvoir rapidement couper les communications avec leur malware afin qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à eux. Alors bien sûr, il faut savoir que certains malwares utilisent le réseau Tor pour masquer l'adresse IP de la destination vers laquelle ils envoient les informations. Donc bien souvent, on arrive à connaître la source du malware par la façon dont le code a été écrit, car chaque développeur a une certaine façon d'écrire son code. C'est un peu comme une signature. Et donc, lorsque l'on retrouve cette même façon d'écrire le code dans plusieurs malwares, on finit par deviner la provenance de ce malware. C'est le cas, par exemple, de Stuxnet et de DuckU, où on a très rapidement découvert que le code était très similaire et que donc, il y avait des chances que les deux viennent d'Israël. Alors, revenons un petit peu vers notre employé de la NSA et de son ordinateur portable sous Windows avec son logiciel Kaspersky. Personnellement, je ne pense pas que c'était son ordinateur personnel. Je pense que c'était une machine de test qu'il a emmenée chez lui. Je me rappelle d'un document qui avait été révélé par Wikileaks provenant de la CIA. Et dans ce document, il y avait un genre de petit rapport qui expliquait quels étaient les antivirus qui posaient des problèmes à la CIA et qui les empêchaient en fait d'installer des malwares par rapport à d'autres antivirus qui ne leur posaient aucun problème. Et sur un de ces documents, il était indiqué que Kaspersky ne leur posait pas du tout de problème et qu'il laissait passer tout et n'importe quoi. Ce document m'avait paru un peu étrange parce que je connais bien Kaspersky pour l'utiliser moi-même depuis des années. Il se trouve que c'est le logiciel antivirus que j'utilise depuis des années sur ma machine Windows et dont je suis parfaitement content. Et vous pouvez également regarder beaucoup d'audits qui ont été faits par des sociétés indépendantes sur la fiabilité de Kaspersky et il est toujours extrêmement bien noté. Il fait toujours partie des premiers. Donc entendre dire la CIA que Kaspersky est un logiciel qui laisse passer tout leur malware, je n'y ai pas vraiment cru et je pense qu'ici c'est un document d'intox qu'a reçu Wikileaks. Et je pense que c'était en fait la première intox qui a été envoyée à Wikileaks en préparation de la suite. Je pense qu'en fait Kaspersky leur pose pas mal de problèmes et que cet employé ici était en train de tester des nouveaux codes, de nouveaux malwares sur cette machine avec Kaspersky pour voir si Kaspersky allait détecter les nouveaux malwares. Et il se trouve qu'il l'a fait. Mais malheureusement, ce que n'a peut-être pas vu l'employé, c'est que sa machine était connectée à Internet
parce que certainement qu'il avait l'habitude de travailler et de faire ses tests au siège de la NSA, et au siège de la NSA, eh bien sûr, les réseaux sont fermés, et il n'y a pas de communication avec Internet, ou alors ce sont des communications unidirectionnelles, où tout sort mais rien ne rentre, ou alors inverse, tout rentre mais rien ne sort, en fonction des besoins, des attaques qu'ils ont besoin de faire, ou des téléchargements qu'ils ont besoin de faire. Mais là, il se retrouvait chez lui, et chez lui, bien sûr, il y avait une communication bidirectionnelle, et donc son fichier se retrouvait transféré chez Kaspersky. Donc grosse boulette, car les nouvelles armes de cyberattaque ont été transférées immédiatement à Kaspersky. Donc Kaspersky, on peut le dire, a fait son boulot. Alors maintenant que l'on a parlé de la NSA, de la CIA, etc., comment nous, en tant qu'utilisateurs lambda, nous devons réagir face à ça? Première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un antivirus est une menace, est une capacité d'espionner votre vie privée sur votre machine? La réponse est oui. Il n'y a pas plus belle backdoor qu'un antivirus, car un antivirus a absolument accès à toute votre machine, même le noyau même du système. Et ceci avec votre autorisation. Donc oui, un antivirus est le plus formidable outil d'espionnage qui puisse exister dans le monde. Car en plus, il a votre confiance. Alors la question qui suit juste derrière, c'est est-ce que je dois installer un antivirus sur Windows ? Et ma réponse va vous paraître paradoxale, mais je vais vous dire oui, installez un antivirus sous Windows. Car Windows est une véritable passoire en matière de sécurité, et si vous attendez que Windows Defender vous protège, eh bien vous pouvez attendre longtemps, parce que Windows Defender est également une magnifique passoire. Donc oui, il faut installer un logiciel antivirus qui soit digne de ce nom. Alors maintenant, je peux vous donner mon avis personnel sur Kaspersky, puisque je l'utilise depuis des années, et c'est le logiciel qui protège toutes mes machines sous Windows. Je le rappelle cependant, sur mes machines sous Windows, je n'ai rien de personnel, ce ne sont que des machines professionnelles. Ma machine personnelle étant sous CubesOS et n'ayant pas d'antivirus. Alors ensuite, la question également que l'on peut se poser, c'est est-ce que des États peuvent demander à des sociétés d'antivirus d'espionner des machines dans le monde? Alors la première chose que l'on peut remarquer, c'est que quasiment tous les antivirus aujourd'hui ont un système qui est basé sur le cloud. C'est le cas de Kaspersky avec son programme KSN. C'est-à-dire que là, si Kaspersky détecte sur votre machine un fichier qui est douteux, il va l'envoyer dans le cloud de Kaspersky sans même vous demander votre avis. Et la majorité des antivirus aujourd'hui ont ce comportement, ce n'est pas uniquement Kaspersky. Même des antivirus gratuits. Vous avez même des antivirus gratuits qui fonctionnent exclusivement à partir du cloud. Je pense entre autres à Immunet ou à Panda Cloud par exemple, mais aujourd'hui ils ont tous un système basé sur le cloud. Alors imaginons que l'État russe demande à Eugène Kaspersky d'utiliser le logiciel Kaspersky Antivirus pour espionner des ordinateurs dans le monde. Eh bien, je pense que Eugène Kaspersky n'aurait même pas la possibilité de refuser si ça lui était demandé. Donc je pense que quel que soit le pays, si un État demande à une société d'antivirus d'espionner des ordinateurs dans le monde et que son siège social est dans ce pays, ils n'auront pas la possibilité de refuser. Alors est-ce que Kaspersky espionne des utilisateurs dans le monde sous Windows ou sous macOS? Oui, c'est possible. On ne le saura certainement jamais, mais c'est possible. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que vous avez plus de chances d'être espionné par les Israéliens en utilisant Kaspersky que par les Russes. Maintenant, concernant cette affaire qui, je vous le rappelle, a eu lieu en 2015, aucun autre État dans le monde n'est venu corréler cette information. Il y a eu plusieurs sociétés qui ont audité l'antivirus Kaspersky, dont entre autres par exemple une société allemande, et qui n'ont absolument trouvé aucun comportement bizarre de Kaspersky qui pourrait penser que Kaspersky espionne les utilisateurs. Donc ici, on ne peut que croire sur parole les Israéliens et la NSA sur cette affaire. Moi, ce que je vois surtout, c'est que ce sont les Israéliens qui ont attaqué Kaspersky Lab, pas l'inverse. Alors bien sûr, les USA ont profité de cette occasion pour demander à ses alliés de bannir totalement Kaspersky de leurs infrastructures et de brandir courageusement le fameux slogan « America First ». Alors ici, bien sûr, on fait d'une pierre deux coups, on discrédite la Russie, on porte un coup à une société russe qui est Kaspersky,
et on en profite pour faire un peu plus de business en essayant de vendre un peu plus d'antivirus américains, comme si les antivirus américains avaient une cote de confiance supérieure à un antivirus russe. Pour moi, on ne peut pas faire plus confiance à un antivirus russe qu'à un antivirus américain. Il n'y a rien qui permette de leur faire plus confiance à eux qu'à un autre. Il est d'ailleurs très intéressant de voir que la plupart des malwares qui ont été créés par le groupe Equation n'ont jamais été découverts en premier par des antivirus américains. Ces malwares ont toujours été découverts en premier par des antivirus venant des pays de l'Est, comme par exemple des sociétés scientifiques qui sont basées à Budapest, ou des antivirus qui sont basés en Suède ou ailleurs. Mais bizarrement, les antivirus américains sont rarement les premiers à détecter des malwares créés par la NSA ou les Israéliens. C'est étrange, n'est-ce pas? Voilà, je pense qu'on entendra encore parler de cette affaire, car je pense que cette affaire Kaspersky n'est pas totalement terminée et que l'on entendra encore parler de cette affaire d'espionnage, parce que je pense que d'autres choses seront certainement découvertes à l'avenir. Pour ma part, je vais continuer d'utiliser Kaspersky parce que je pense que c'est un excellent antivirus et que je pense que c'est à chacun de choisir, un peu comme les VPN, à qui faire confiance et par qui il veut être espionné. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.